Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et aime cette vidéo. Marianne n'avait que 28 ans quand la mort lui a arraché brutalement l'homme qu'elle aimait. Son mari est décédé dans un accident de voiture alors que leur fils, Théo, n'avait que 2 ans. Ce jour-là, le monde de Marianne s'est écroulé. Mais entre les larmes et le silence, elle a pris une décision irrévocable, elle élèverait son fils seul, coûte que coûte. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un d'autre gouverner son cœur ou sa maison. Théo allait devenir un homme, et elle allait être à la fois sa mère, son père, et son bouclier contre le monde. Les années suivantes ont été une suite d'épreuves. Elle a tout appris, gérer les papiers, réparer les fuites, courir après 2 emplois à la fois. Elle n'a jamais connu de pause, jamais pris de vacances, jamais dit non à une heure supplémentaire. Chaque centime gagné était pour l'avenir de Théo. Tandis que d'autres femmes de son âge cherchaient l'amour ou le réconfort, elle ne regardait qu'en avant. Rien ne comptait plus que ce petit garçon à qui elle avait juré qu'il ne manquerait de rien. Sa vie, son énergie, ses rêves, elle les lui avait offerts sans attendre le moindre retour. Marianne a commencé comme femme de ménage, nettoyant des bureaux au petit matin, puis des maisons bourgeoises l'après-midi. À force de volonté, elle a mis de côté chaque sou, refusant même de se chauffer certains hivers pour pouvoir épargner plus. Après des années de privation, elle a pu ouvrir sa propre petite entreprise de nettoyage, qu'elle a fait grandir avec une rigueur militaire. Elle dirigeait ses équipes avec bienveillance, mais fermeté. Sa réputation d'efficacité lui a valu des contrats importants, et bientôt, elle est devenue une femme d'affaires respectée. Mais ce succès avait un prix. Elle ne dormait que 4 heures par nuit, mangeait souvent debout, et passait ses soirées à remplir des tableaux de chiffres pendant que Théo dormait. Elle n'a jamais participé aux réunions de parents, ni aux sorties scolaires, parce qu'elle travaillait. Elle s'est consolée en se disant que tout ça, c'était pour lui. Et en effet, Théo a eu les plus beaux vêtements, les meilleurs cours privés, les dernières consoles. Elle n'a jamais compté. Elle pensait, naïvement, qu'en se sacrifiant pour son bonheur, elle recevrait un jour en retour un amour inconditionnel. Elle ne savait pas encore que ce serait justement Théo qui, des années plus tard, briserait son cœur en 1000 morceaux. Théo était tout ce qu'elle avait. Elle l'aimait d'un amour absolu, presque déraisonnable. Marianne refusait toute critique à son sujet, même lorsqu'il se montrait capricieux ou ingrat. Elle répétait à qui voulait l'entendre que Théo était sa raison de vivre, qu'il ferait de grandes choses. Pour lui, elle s'est privée de tout, d'amis, d'amour, de jeunesse. Lorsqu'il est devenu adulte, elle l'a aidé à acheter sa maison, lui a offert une voiture, et l'a même soutenu quand il ne trouvait pas de travail. Elle fermait les yeux sur ses erreurs, pensant que l'amour maternel finirait par le guider. Lorsqu'il s'est marié, elle a souri, même si au fond, elle sentait que sa belle-fille ne l'aimait pas. Peu importe. L'essentiel, c'était Théo. Il avait grandi, il avait une vie à lui. Marianne, elle, restait en retrait, fière et discrète, heureuse de l'avoir vu arriver jusque-là. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet amour aveugle avait nourri en silence une indifférence cruelle, et que son propre fils finirait par la considérer comme un simple obstacle. À 70 ans, Marianne avait enfin arrêté de travailler. Elle avait vendu son entreprise, mis de l'ordre dans ses affaires, et s'était offert quelques plaisirs modestes, un jardin fleuri, un bon fauteuil, du silence. Sa maison était grande, calme, baignée de souvenirs. Chaque meuble racontait une époque, chaque photo sur les murs rappelait ses luttes, ses victoires, et son amour pour Théo. Elle n'était pas riche, mais elle vivait confortablement, sans dette, sans soucis. Théo, de son côté, s'était installé avec sa femme dans une maison plus moderne, à 10 minutes de route. Il passait la voir de temps en temps, souvent pressé, rarement tendre. Mais Marianne ne disait rien. Elle ne voulait pas être une mère envahissante. Elle se contentait de ses visites rares, de ses appels brefs, et se convainquait que c'était normal, que tous les enfants devenaient distants avec l'âge. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose la dérangeait, une impression vague, comme un frisson constant, un présage qu'elle n'osait écouter. Depuis quelques semaines, Théo n'était plus le même. Il appelait moins souvent,
et lorsqu'il venait, il semblait nerveux, agité, parfois même hostile. Il abordait sans arrêt des sujets qu'il n'avait jamais mentionnés auparavant, succession, partage des biens, fiscalité sur l'héritage. Marianne tentait de détourner la conversation, mais il insistait, revenait à la charge, comme s'il voulait la préparer à quelque chose qu'elle ignorait encore. Son regard avait changé. Il n'y avait plus cette tendresse spontanée, mais une froideur calculée qui glaçait le cœur. Marianne, au début, pensait que c'était le stress, des soucis financiers peut-être, ou des tensions dans son couple. Mais au fil des jours, l'inquiétude la rongeait. Pourquoi parlait-il si souvent de sa mort, sous prétexte de préparer les choses? Pourquoi semblait-il impatient, presque irrité quand elle parlait de ses projets à long terme? Tout cela n'avait aucun sens. Et pourtant, quelque chose en elle, une intuition maternelle, lui murmurait qu'un danger invisible approchait. Un malaise grandissait, lentement mais sûrement, entre les silences et les regards évités. Chaque visite de Théo devenait une épreuve. Il entrait dans la maison de sa mère comme un étranger, regardant les objets avec une distance presque méprisante. Il ne lui demandait plus si elle allait bien, ne partageait plus rien de personnel. Il observait, notait mentalement, comme s'il faisait l'inventaire d'un futur bien à récupérer. Marianne sentait ce changement, mais ne voulait pas l'admettre. Elle essayait encore de lui sourire, de lui proposer un gâteau, un souvenir d'enfance, un peu de chaleur. Mais Théo restait froid, mécanique, presque absent. La maison, autrefois pleine de rire, semblait étouffée sous le poids d'un silence glacial. Il partait toujours rapidement, avec des excuses banales, et elle restait seule, le cœur serré, les mains tremblantes. Une nuit, Marianne ne dormit pas. Elle fixait le plafond, les larmes aux yeux, le souffle court. Elle avait toujours cru que l'amour d'une mère suffisait à protéger. Mais maintenant, elle sentait que cet amour-là ne la sauverait peut-être pas cette fois. Un samedi ensoleillé, Théo invita sa mère à déjeuner chez lui. Marianne hésita, mais accepta, espérant que ce moment ensemble effacerait ses doutes. À son arrivée, sa belle-fille la salua rapidement avant de retourner nettoyer la cour à grande eau. Théo, de son côté, s'activait en cuisine, prétendant préparer son plat préféré. L'atmosphère semblait détendue, presque normale, mais un détail dérangeait Marianne, ni regard sincère, ni chaleur dans les gestes. Tout sonnait faux, comme si chacun jouait un rôle dans une pièce déjà écrite. Assise seule dans le salon, Marianne observa les murs impersonnels, les photos sans sourire, le silence pesant. Théo chantonnait faussement en cuisine, trop joyeux pour être sincère. Elle ne se sentait pas chez son fils, mais dans un lieu où elle n'était pas la bienvenue. Une tension invisible flottait dans l'air, étouffante. Une voix intérieure lui criait de rester vigilante. Ce qui devait être un simple déjeuner familial prenait des allures d'avertissement silencieux, comme le calme étrange qui précède une tempête. Profitant d'un instant d'inattention, Marianne se leva doucement. Sa belle-fille était toujours dehors, Théo affairé derrière les casseroles. Le cœur battant, elle s'approcha du couloir, ses pas feutrés sur le carrelage. Comme guidée par une force plus forte qu'elle, elle poussa la porte de leur chambre, entr'ouverte. L'odeur d'un parfum inconnu lui sauta au nez. Elle s'approcha d'une commode, ouvrit un tiroir, puis un autre, jusqu'à ce que ses doigts tombent sur une enveloppe épaisse. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit une police d'assurance vie à son nom, avec Théo comme unique bénéficiaire. Le sang se figea dans ses veines. Elle relut les lignes plusieurs fois, priant pour avoir mal compris. Mais tout était clair. Elle referma le tiroir précipitamment, le souffle court, les larmes aux yeux. En quittant la chambre, elle ne vit plus la maison de son fils de la même manière. Ce lieu était devenu étranger, dangereux, chargé d'un secret trop lourd pour une mère. Dans la voiture, Marianne serrait le volant à s'en faire blanchir les jointures. Le document était dans son sac, comme une bombe qu'elle n'osait poser. Elle se garait en tremblant devant chez elle, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, elle s'assit lentement sur le canapé, puis déplia l'assurance vie à la lumière du jour. Tout était légal, signé,
enregistré, Théo toucherait une somme considérable à sa mort. Aucune discussion, aucune explication, seulement des faits froids, brutaux, inhumains. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'une précaution de son fils, un malentendu, une simple formalité. Mais quelque chose dans ses tripes hurlait que non. Il n'avait jamais parlé de ce contrat. Il n'en avait même jamais laissé entendre l'existence. Et pourquoi le cacher, si ses intentions étaient pures? Marianne sentit un frisson lui parcourir la nuque. Pour la première fois de sa vie, elle eut peur de son propre enfant. Elle aurait pu hurler, frapper à la porte de la cuisine, exiger des explications. Mais elle n'en fit rien. Elle rentra calmement au salon, la gorge nouée, les yeux vides. Elle prétexta un malaise soudain, posa sa main sur son ventre et murmura qu'elle devait rentrer. Théo s'approcha, inquiet en apparence, mais elle évita son regard. Elle inventa un mal de tête, refusa de rester déjeuner, prit son sac et sortit sans se retourner. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'un précipice invisible. Dans la voiture, les larmes coulèrent enfin. Ce n'était plus du doute, mais une certitude amère qui lui broyait le cœur. Quelque chose de grave se tramait, et elle en était la cible. Le fils qu'elle avait tant protégé, tant aimé, préparait quelque chose de monstrueux. Elle ne savait pas encore quoi, ni quand, mais elle savait qu'il fallait désormais se protéger. Le lien maternel, ce fil sacré, venait de se rompre d'un coup sec, et dans le silence le plus cruel. De retour chez elle, Marianne verrouilla la porte à double tour, comme si elle voulait se protéger d'un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Elle posa son sac, s'assit en silence et fixa le mur pendant de longues minutes. Tout tournait dans sa tête, les regards froids de Théo, les silences, les sous-entendus sur l'héritage. Chaque geste passé prenait maintenant un sens nouveau et sinistre. Elle n'était plus seulement inquiète. Elle avait peur. Elle s'en voulait d'avoir nourri cette peur, d'avoir osé penser que son propre fils pouvait lui vouloir du mal. Mais les faits étaient là. Ce contrat d'assurance caché, ce ton distant, cette obsession soudaine pour sa disparition, tout s'emboîtait avec une logique effrayante. Elle n'osait en parler à personne, pas même à sa sœur. Comment dire tout haut que l'on craint pour sa vie à cause de celui qu'on a mis au monde? La nuit tomba, et avec elle, un froid qu'aucune couverture ne pouvait apaiser. Le lendemain matin, Théo frappa à la porte avec un sourire trop large pour être sincère. Marianne ouvrit, surprise. Il entra, comme si de rien n'était, apportant un petit sac de viennoiserie et une bouteille d'eau à la main. « Je voulais juste passer te voir, maman », dit-il d'une voix douce mais creuse. Il alla dans la cuisine, servit 2 verres d'eau, posa l'un devant elle, et garda l'autre pour lui. Jamais auparavant il n'avait agi ainsi. Marianne sentit son estomac se nouer. Pourquoi ce verre d'eau? Pourquoi ce geste soudainement attentionné? Son instinct criait danger. Elle prit le verre, remercia d'un sourire crispé, mais observa chacun de ses mouvements. Théo lui parlait d'un ton détaché, comme s'il répétait un texte. Elle regardait son verre, puis le sien, et soudain, sans qu'il ne la voie, elle échangea les deux. Le silence s'installa. Ce jour-là, elle allait savoir jusqu'où son propre sang pouvait aller. Assise en face de Théo, Marianne tenait le verre entre ses mains comme on tiendrait une grenade dégoupillée. Elle faisait semblant de l'écouter parler de banalité, mais son esprit était ailleurs. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste de son fils résonnait comme une trahison. Dans un élan discret, elle échangea les 2 verres sans un bruit, avec la précision d'une femme poussée au bord de l'abîme. Puis elle porta doucement le verre à ses lèvres et n'en but qu'une minuscule gorgée. Assez pour faire croire, pas assez pour risquer sa vie. Théo, lui, but d'un trait son propre verre, sans sourciller. Il plaisanta même sur le goût étrange de l'eau, avant de se lever pour aller ranger la cuisine. Marianne l'observait, figée, chaque muscle tendu. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Et pourtant, elle restait là, immobile, attendant. Espérant s'être trompée. Priant pour que tout cela ne soit qu'une folie de son esprit. Mais au fond, elle savait que la vérité n'allait pas tarder à se révéler.
20 minutes plus tard, Théo pâlit brusquement. Il passa une main sur son front, chancela, puis s'assit d'un coup sec sur la chaise. Ses mains tremblaient. Il tenta de se lever, mais ses jambes ne le portaient plus. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage, son regard devenait flou, et sa respiration s'accélérait. Marianne se leva lentement, l'observant comme si elle découvrait un inconnu. Il tenta de parler, mais ses lèvres ne formaient que des sons confus. Elle s'approcha, sans panique, sans cri, le regard figé par la douleur et la certitude. Théo tomba au sol, inconscient. Elle se précipita alors vers le téléphone et appela une ambulance, la voix ferme mais brisée. Quand les secours arrivèrent, elle resta silencieuse, les mains tremblantes, le cœur en morceaux. Elle venait d'avoir sa réponse. Son fils l'avait réellement empoisonné, ou du moins, il avait essayé. Et le destin, dans un retournement cruel, venait de lui faire boire sa propre trahison. Dans l'ambulance, Marianne gardait le silence, les yeux fixés sur le visage pâle de Théo. Les ambulanciers posaient des questions, elle répondait mécaniquement, comme si son âme s'était détachée de son corps. À l'hôpital, les médecins prirent le relais, posant des perfusions, courant dans tous les sens. Elle resta dans le couloir, droite, digne, les poings fermés. Puis un médecin sortit, l'air grave, tenant un dossier dans les mains. « Votre fils a ingéré une substance toxique. C'est un empoisonnement. » Le mot résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle s'effondra sur un banc, incapable de pleurer. Elle avait raison. Ce n'était pas de la paranoïa. Son fils avait voulu la tuer. Les images se bousculaient, le contrat d'assurance, le verre d'eau, les regards froids. Tout s'alignait avec une cruauté implacable. À cet instant, Marianne cessa d'être une mère. Elle devint une survivante, une femme trahie, éveillée trop tard à l'horreur d'un amour devenu poison. Quelques heures plus tard, un médecin revint la voir. Il tenait dans ses mains un petit sachet plastique trouvé dans la poche de Théo. Il y avait encore des résidus de poudre blanche à l'intérieur, et l'étiquette d'un produit interdit à la vente libre. Marianne le reconnut immédiatement. C'était ce même nom qu'elle avait vu dans le journal des faits divers, il y a des années, associé à un crime sordide. Le médecin confirma, le poison était le même que celui retrouvé dans le sang de Théo. Il n'y avait plus aucun doute. Elle prit le sachet, le fixa longuement, puis le tendit lentement au médecin. Sa voix était basse, mais ferme, il essayait de m'empoisonner. C'était pour moi, ce verre. Le médecin, abasourdi, ne répondit pas. Il nota tout, appela la sécurité de l'hôpital, et déclencha un protocole de signalement. Marianne, elle, restait debout, seule au milieu du couloir froid. Elle ne pleurait plus. La douleur avait cédé sa place à une vérité brutale, son fils était devenu son pire ennemi. Quand Marianne reprit ses esprits, elle demanda à voir les affaires de son fils. Une infirmière lui tendit une petite pochette transparente contenant le contenu des poches de Théo. Parmi les papiers froissés et les clés, elle reconnut ce qu'elle redoutait, un minuscule sachet avec des restes de poudre blanche, soigneusement refermé. Il portait encore l'étiquette chimique du poison retrouvé dans son sang. Le cœur serré, elle le prit dans ses mains et sentit ses jambes fléchir. La preuve était là, physique, irréfutable. Elle marcha lentement vers le bureau du médecin et lui remit le sachet sans un mot. Tout en elle criait, mais son visage restait figé, comme gelé par l'effroi. Elle n'avait plus besoin d'imaginer, de douter, de deviner. Son fils avait planifié sa mort, préparé son départ comme on prépare une signature chez le notaire. Il avait transporté le poison sur lui, prêt à frapper au bon moment. La scène prenait des allures de cauchemar, mais cette fois, elle ne se réveillerait pas. Dans le bureau médical, Marianne raconta tout. La découverte du contrat d'assurance, le verre d'eau, l'échange silencieux, le malaise de Théo. Elle parla sans trembler, avec une précision glaciale. Le médecin notait, les sourcils froncés, visiblement troublé par tant de sang-froid. Elle ne criait pas, ne pleurait plus. Elle exposait les faits comme on déroule une plaidoirie. C'était fini.
L'instinct maternel avait cédé la place à la lucidité d'une femme trahie jusqu'à la moelle. Le médecin la regarda longuement, puis hocha la tête. Il comprenait que cette femme n'était pas en train de se venger, mais de survivre. Elle avait vécu l'indicible, et pourtant, elle tenait debout. Il lui proposa d'alerter la police, de faire un signalement officiel. Mais Marianne refusa net. « Je ne veux pas qu'il aille en prison, murmura-t-elle. Je veux juste qu'il sorte de ma vie. Définitivement. » Ce jour-là, elle enterra ce qu'il restait de son amour maternel, et se jura qu'il ne toucherait jamais un centime de ce qu'elle avait construit. Malgré l'horreur, Marianne refusa de porter plainte. Le médecin insista, la sécurité de l'hôpital attendait une décision, mais elle resta inflexible. Elle ne voulait pas voir son fils derrière les barreaux, même s'il avait tenté de l'éliminer. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une forme étrange de fidélité à son rôle de mère. Elle savait que la justice ne réparerait pas son cœur. Théo avait détruit tout ce qui existait entre eux, mais elle n'avait pas la force de l'enfoncer davantage. Elle engagea plutôt un avocat, discrètement. Elle fit en sorte que plus aucun document ne lie son nom à celui de Théo. Plus de procuration, plus de droits, plus d'accès. Elle annula tout ce qu'elle avait signé en sa faveur au fil des années. Ce fils qu'elle avait tant protégé était devenu un étranger. Un homme à qui elle devait tourner le dos pour continuer à respirer. Ce choix, cruel mais nécessaire, marqua le début d'une nouvelle vie sans lui. Dès le lendemain, Marianne fit venir son notaire. D'un ton clair et déterminé, elle dicta ses volontés. Tout ce qu'elle possédait, maison, comptes, bijoux, objets précieux, serait désormais légué à sa sœur cadette, Claire. Elle ne voulait rien laisser au hasard. Elle révoqua officiellement le contrat d'assurance vie que Théo avait souscrit à son insu. Chaque document fut signé avec une précision douloureuse. Elle n'avait jamais imaginé devoir se protéger de son propre enfant. Lorsque le notaire partit, elle s'enferma dans sa chambre, seule avec le silence. Elle regarda les murs qu'elle avait peints elle-même, les cadres qu'elle avait accrochés avec amour. Ce monde qu'elle avait bâti pour Théo ne lui appartenait plus. Elle venait de sceller la fin de leur lien, à jamais. Il ne lui restait plus qu'un vœu, que tout ce qu'elle avait durement gagné serve à quelqu'un qui n'aurait jamais l'idée de l'empoisonner pour en hériter. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, Théo se présenta devant la maison de Marianne. Il avait le visage fermé, l'air fatigué, mais les yeux toujours aussi fuyants. Il frappa à la porte comme un étranger, presque hésitant. Marianne ouvrit lentement, croisant son regard sans émotion. Il balbutia que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Elle ne répondit pas tout de suite, le fixa longuement, puis dit simplement « Je sais tout ». Théo essaya de nier, parla de confusion, de médicaments, de stress. Mais Marianne l'arrêta d'un geste. Elle n'avait plus besoin d'explications, plus besoin de théâtre. Elle lui dit qu'elle avait tout vu, tout compris, et qu'il était inutile de continuer à mentir. Elle déclara qu'elle le pardonnait, non par faiblesse, mais pour ne pas vivre avec la haine dans le cœur. Mais ce pardon ne signifiait pas réconciliation. C'était une clôture. Elle lui demanda de partir, et de ne jamais revenir. Théo resta quelques secondes sans bouger, figé par la dureté calme de sa mère. Puis, sans un mot, il recula et quitta la maison, cette fois pour de bon. Marianne referma la porte doucement, puis s'effondra contre le mur, le souffle court, mais le cœur libéré. Ce jour-là, elle avait mis fin à la plus grande douleur de sa vie. Ce n'était pas la mort de son mari, ni la solitude, mais la trahison de l'être qu'elle avait le plus aimé. Elle appela à nouveau son avocat pour s'assurer qu'aucune faille ne restait dans ses papiers. Elle vérifia que Théo n'avait plus aucun accès légal à ses biens, à sa maison, à son nom. Elle ne voulait plus vivre dans la peur. Elle préférait tout donner à une inconnue plutôt que de lui laisser un centime. Il ne faisait plus partie de sa vie. Il était désormais une ombre qu'elle avait décidé de chasser, coûte que coûte. Depuis ce jour, Marianne ne revit plus jamais Théo. Elle se rapprocha de sa sœur Claire, avec qui elle partageait désormais ses repas, ses souvenirs, et un peu de tendresse réparatrice.
Elle redécouvrit des moments simples, marcher dans son jardin, relire des livres oubliés, écouter le silence sans avoir peur. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Elle souriait, oui, mais un sourire marqué par la cicatrice invisible d'une trahison que personne ne pouvait comprendre entièrement. Elle vivait, mais chaque battement de cœur portait le poids de ce qu'elle avait perdu. Parfois, la nuit, elle rêvait de Théo enfant, courant dans les couloirs, riant aux éclats, innocent. Puis elle se réveillait, le cœur serré, les yeux humides. Elle ne regrettait pas sa décision, mais la douleur restait là, silencieuse. Elle avait survécu à ce que peu de mères auraient supporté. Elle n'avait plus de fils, mais elle avait retrouvé sa dignité, sa vérité, sa liberté. Et au fond d'un tiroir, elle gardait une lettre scellée, « Je t'ai tout donné, et tu m'as presque tué. Mais je choisis de vivre, malgré tout. » Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.